suite de Webcam Live réservée aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors j'entends très souvent des couples qui vont mal parce que leur sexualité n'est pas assortie, l'un ayant nettement plus de besoins, et pourtant dès le début de la relation, ça semblait quand même assez évident. Donc avec mon invité Fabrice Bach, on va essayer de comprendre mieux la question essentielle. Pourquoi s'engage-t-on avec quelqu'un qui ne correspond pas du tout à notre libido, avec sans doute cet espoir insensé que ça va changer. On verra aussi comment les partenaires peuvent s'adapter lorsqu'ils ont des sexualités différentes, parce que ne l'oublions pas, la capacité d'adaptation, ça existe aussi dans le domaine sexuel. Enfin, on va voir comment mieux communiquer quand ça va pas très bien dans sa sexualité dans le couple, et puis quand est-ce qu'il vaut mieux faire appel à un tiers, donc à un sexothérapeute évidemment, justement parce que la communication devient difficile, voire impossible entre les deux partenaires. On va parler de tout ça ensemble, mais n'hésitez pas à venir témoigner, à poser vos questions, et vous connaissez notre numéro, le 0826 300 300. Bonjour Fabrice Bach. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes thérapeute, vous recevez des couples qui évidemment viennent parfois parce que la sexualité ne va pas bien. Voilà, tout à fait. Je reçois effectivement, au sein de mon équipe, on a une thérapeute de couple, je reçois des patients qui, à travers une démarche individuelle, on arrive à évoquer la difficulté qu'ils ont à vivre une sexualité épanouie avec leur partenaire masculin ou féminin. Et c'est vrai que c'est une dimension qui est vraiment importante. Trop souvent, on la néglige. Par le fait que, déjà, il faut savoir, sur le plan individuel, vivre une sexualité épanouie, c'est déjà extrêmement bon pour la santé. Déjà, c'est une activité physique qui nous maintient en forme, potentiellement. Ça libère des hormones, des neurohormones. Ça réduit le stress très fortement. Ça renforce notre système immunitaire et nos défenses naturelles. Oui, c'est le meilleur médicament, hein, et tout en plus, il n'y a pas d'effet secondaire. Aucun. C'est un signe de bonne santé mentale. Quand on a une sexualité épanouie et régulière, on diminue fortement les troubles de l'humeur, de l'anxiété. Et ça va en plus, voilà, cerise sur le gâteau, renforcer l'estime de soi et la confiance en soi. Ça, c'est à titre individuel. Maintenant, si on se met dans la dimension du couple, déjà, moi j'aime bien dire à mes patients que la sexualité fait le couple. C'est un élément fondateur aussi du couple. Une bonne sexualité. Oui, parce que c'est un discours qu'on entend un peu avec ce mouvement des asexuels, que finalement la sexualité c'est pas indispensable pour cimenter le couple. Alors, je crois qu'on se trompe. Hein. Oui, je pense. Pourquoi ? Parce que avoir, entre guillemets, une bonne sexualité, c'est une sexualité épanouissante pour les partenaires, ça va indiquer une bonne dimension relationnelle à l'autre. Donc ça va renforcer les liens du couple. Et quand le couple va être heureux, c'est un appui extrêmement stable pour la vie personnelle. Quand on a des difficultés dans sa vie, et Dieu sait si on en a, savoir que dans son couple ça va bien, c'est très épanouissant. Et puis moi je trouve aussi que la sexualité, elle a cet effet, alors c'est peut-être pas très érotique et fantasmatique ce que je vais dire, mais elle a cet effet aussi d'éliminer les petits heures du quotidien. On fait l'amour, on se retrouve, et puis on oublie qu'il a peut-être pas oublié, enfin qu'il a peut-être oublié de refermer le tube de dentifrice. Alors que sinon ces petits trucs là, ils s'ajoutent et à un moment donné, ça fait beaucoup de griefs. Et combien de fois, moi je vois effectivement, et ma collaboratrice qui était un peu de couple me le dit fréquemment, elle dit mais le problème central, elle travaille dessus, c'est les griefs qu'on a vis-à-vis de l'autre. On lui en veut de quelque chose. Et à un moment donné, la sexualité peut être un endroit où on va faire payer l'autre de quelque chose qui ne va pas. Non, surtout pas. Parce que la sexualité, c'est ce qui fait aussi que le couple dure par plaisir et pas par obligation. Et cette dimension du plaisir au sein du couple, c'est là où elle peut s'exprimer vraiment pleinement. Et puis on dit bien qu'un couple, c'est aussi deux personnes qui passent des moments agréables ensemble. Quoi de plus agréable qu'une sexualité harmonieuse quand même. Mais c'est certes bien d'aller voir un beau spectacle, mais enfin... Un spectacle dans la chambre, ça coûte pas cher. Tout à fait. Et c'est feux d'artifice. C'est très agréable. Mais alors pourquoi, parce que c'est un peu la question que je posais dans l'introduction, Fabrice Bach, pourquoi il y a tant de couples qui se mettent ensemble alors qu'au début, déjà, leur sexualité va pas bien ? Alors, parce qu'il y a une illusion qui est présente. Effectivement, vous l'évoquiez tout à l'heure, Brigitte, c'est le fait qu'on se dit, bon, la sexualité, ça peut être au deuxième plan, il y a tellement d'autres facteurs importants. La sexualité, c'est la sphère de l'intime, c'est la sphère où vraiment on est très proche, on ne sera jamais aussi proche de l'autre qu'à ce moment-là, de ce qu'il est et de qui nous sommes.
Et en fait, Il est tellement proche qu'on lui rentre dedans. Hein. Oui, c'est le cas de le dire, oui, effectivement. Et c'est pas qu'au sens figuré. Et donc, comme je le disais à l'instant, le problème, c'est qu'on se dit, bon, de toute façon, on va vers la sexualité. Alors là aussi, on en parlera certainement au cours de l'émission. Moi, je définis la sexualité comme étant un art, et un art qui s'apprend. C'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est quelque chose qu'on va cultiver en soi et ensuite avec l'autre. Et en fait, on part d'un principe, voilà, on a un rapport intime avec l'autre, ça s'est pas très bien passé, mais cette illusion qui vise à dire ça va pouvoir de toute façon s'améliorer. Moi, comme je dis à bon nombre de mes patients, hommes ou femmes, vous savez, quand le premier rapport se passe à peu près bien, ça va s'améliorer. Le premier rapport est jamais vraiment exceptionnel, voilà, on tâtonne un peu, on ne sait pas comment faire avec l'autre. Mais quand le premier rapport se passe déjà mal, il y a peu de chances que ça s'améliore derrière. Et c'est important à avoir en tête. Et les gens ne l'ont pas forcément. Bon, ce côté-là ne va pas. Si, la rencontre... Mais il y a une chose peut-être que tout le monde peut entendre, Fabrice Bach, c'est que finalement, notre cerveau enregistre toujours les premières fois. Quelle qu'elle soit. Et quand une première fois n'est pas bonne, on n'a pas envie d'y retourner. Mais exactement. Tout simplement. Exactement. Et effectivement, l'empreinte première sera toujours là et va teinter. Et pour la retirer, c'est compliqué. C'est plus compliqué, oui. Einstein disait, il est plus simple de faire exploser un atome qu'un préjugé. Donc, et parce que quand on va avoir une expérience négative, on va commencer à élaborer dans sa pensée tout un ensemble de préjugés vis-à-vis de l'autre. Mais alors pourquoi, alors que ça a été pas très bon la première fois, on s'engage quand même ensemble, enfin? Alors, moi, ce que j'en vois, la réponse que je peux donner, c'est que souvent, on a peur, en fait. Il y a beaucoup de peur derrière tout ça. Mais peur de quoi? Peur de la sexualité, finalement? Peur de la sexualité, puis dire finalement... on trouve que c'est normal que ça se passe mal, donc de toute façon... On accepte. Il y a beaucoup d'éléments d'acceptation. Dans la rencontre à l'autre, quand on va rencontrer l'autre, il y a 3 rencontres. La première rencontre, elle est physique, c'est clair. C'est-à-dire, on va aller vers quelqu'un qui nous plaît physiquement, à partir des critères que l'on a intérieurement et qui nous appartiennent, et qui sont très importants. La deuxième rencontre, elle est très humaine. subjectif. Totalement subjectif, complètement. Ils ne sont absolument pas critiquables, ils nous appartiennent aux uns aux autres. La deuxième rencontre, elle est humaine. Finalement, cet autre est porteur d'un univers qui ne vient pas compléter le nôtre, qui vient étendre le nôtre. Et la réciproque étant vraie. Et là, on prend le temps de se connaître, de se découvrir, on apprécie cet autre. Et la troisième rencontre est sexuelle. Et c'est bien trouver ces 3 rencontres. Et parfois, on a des personnes qui ont les 2 premières, puis la troisième, on dit on va s'accommoder avec. Et là, je me positionne. On ne peut pas s'accommoder avec. C'est très compliqué de s'accommoder avec. À moins qu'il y ait un contrat qui soit passé entre les 2 partenaires qui vise à dire nous n'avons pas une bonne sexualité, vivons-la indépendamment l'un de l'autre. Ça, c'est autre chose. C'est quand même assez rare. Et trop facilement, on s'accommode du fait que la troisième rencontre ne se fasse pas. Mon expérience m'a montré auprès de mes patients, au fil des années, que systématiquement un manque va émerger. Ce n'est qu'une question de temps. Oui, les 3 sont indispensables. Et je dirais même qu'on peut plus facilement commencer à trouver quelqu'un de séduisant avec qui on a une très bonne sexualité. Tout à fait. Alors que l'inverse ne marche pas. Complètement. C'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'on peut très bien... au départ, ne pas être attiré par quelqu'un, et puis finalement, pour des raisons ou d'une autre, on aura fait l'amour avec lui, ça aura été très stimulant, alchimique, très épanouissant, et on se dit, mais finalement, tiens, et finalement, ça va transformer. Et c'est bien, c'est intéressant ces 3 formes de rencontres parce qu'elles sont inclusives. La troisième rencontre peut modifier les 2 autres, en fait. C'est ça qui est fascinant. Il y a une émission sur M6 qui s'appelle Mariés au premier regard. Des gens qui se rencontrent, ils se marient, ils ne sont jamais vus, et puis voilà. Et vous avez des pseudo-scientifiques qui font des tests, qui vous disent oui, vous êtes compatible à 82%, à 77%. Je reste très dubitatif sur ces notions de pourcentage, parce qu'il y a un élément qu'on oublie. On peut être compatible à 99%. Si le 1% qui manque touche un de ces 3 domaines, qui est 1, la parentalité, l'un veut des enfants, l'autre non, le couple va capoter. 2, les projets, l'un aime la montagne, l'autre la mer, pour se retrouver ça va être compliqué. 3, la sexualité. Donc c'est bien ce 1%, si ce 1% au niveau de la sexualité dysfonctionne, le couple risque de dysfonctionner dans la durée. Donc vous êtes bien d'accord avec moi, un couple sans sexualité, c'est un couple en danger. Oui. Eh bien, on va essayer de vous aider à avoir une bonne sexualité dans votre couple. On va essayer de vous aider à vous adapter à l'autre parce que on a un fonctionnement sexuel plus ou moins inscrit. On rencontre quelqu'un, c'est pas tout à fait le même mode d'emploi. Il faut se réajuster. Tout à fait. Chaque nouvelle rencontre amène une réadaptation de son fonctionnement sexuel. C'est ça aussi qui est intéressant parce que l'autre nous amène à découvrir des choses en nous, comme potentiellement on va l'amener à découvrir des choses en
en lui. Mais on ne peut pas reproduire. Et parfois, on a des personnes qui sont dans l'illusion. Ça n'a pas marché avec telle personne, ma sexualité est figée, je vais la reproduire avec quelqu'un d'autre, et chercher la personne qui va totalement s'emboîter. C'est quand même assez rare. Et puis il y a aussi une sexualité qui va évoluer au fil des années, lorsqu'on est un couple au long cours. Voilà, donc 0826 300 300, vous avez besoin d'un éclairage, on est là pour ça, n'hésitez pas à nous rejoindre. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La sexualité dans le couple, Fabrice Bach est avec nous et on va vous aider justement à ce qu'elle soit la plus harmonieuse possible pour que vous alliez bien, pour que votre couple aille bien, mais pour que chacun aussi aille bien. C'est ce que vous avez bien montré, Fabrice Bach, dans l'introduction. Bonjour Lila. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Bach. Bonjour. Appelez-le Fabrice, on est entre nous. Fabrice, ok, bonjour Fabrice. Donc, moi je vous appelle pour vous donner mon témoignage. Donc ça fait 4 ans que je suis avec un homme. On a une relation très chouette. Alors, pour vous expliquer par rapport aux éléments que vous avez donnés, au tout début de la rencontre, d'abord on n'a pas fait l'amour tout de suite. Ça s'est passé bien tranquillement et j'ai trouvé que c'était très bien par rapport aux aventures que j'avais eues avant. Et puis, la sexualité, bien sûr, est rentrée dans le couple. Pas trop mal au départ. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est comme essoufflé. Et moi, je me suis trouvée un peu frustrée. Par contre, donc ça fait quand même 4 ans, tout le reste... Mais frustrée parce qu'il n'y avait pas assez ou parce que c'était pas assez, d'accord. Pas assez top. Voilà. Parce que j'avais été pas assez top. Donc, pas trop bien, quoi, puisque c'était pas trop mal au début et après c'est pas trop bien. Ouais, pas trop bien. Moi j'étais quand même mariée un certain nombre d'années, ça se passait bien, j'ai eu 5 enfants, après j'ai divorcé, j'ai pu vivre une vie sexuelle harmonieuse, on peut dire. Et puis je suis enfin tombée sur un homme qui, en dehors de ça, que j'avais pas tout à fait cerné au début, me comblait. C'est-à-dire, on a parlé de parentalité, pour nous c'était terminé, mais on a des enfants qui s'entendent super bien, on a des projets, j'ai envie de vous dire que tout est harmonieux. Par contre, reste cette problématique sexuelle, dont on parle vraiment, et ça c'est très important, puisque pour moi, malgré tout, on se rejoint un peu ce qui a été dit. Donc vous arrivez à en parler, mais est-ce que ça aboutit à quelque chose ? Ça aboutit à ce que finalement on consulte. On consulte pour savoir d'où ça venait de son côté. À un moment, il était sous antidépresseur, ça aide pas au niveau en termes de libido. Et puis, ça aboutit au fait que petit à petit, ça va mieux. Mais du coup, la question que je me pose, c'est pour combien de temps est-ce que ça va pouvoir s'améliorer ? Est-ce qu'à un moment, je vais pas craquer pour avoir envie d'autre chose ? Parce que je pense qu'à 55 ans, la sexualité n'est pas terminée, loin de là. Donc, est-ce qu'il a un fond dépressif ? Je pense un petit peu. Parce que c'est un frein à la libido, c'est sûr. Oui, tout à fait. Il y a eu pas mal de problèmes personnels, de problèmes de famille, c'est accumulé. En plus. Et comment était sa sexualité avant ? J'aime pas trop parler de ça dans un coup. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de demander ce qui se passait avant, mais quand ça va pas bien, il faut quand même savoir si ça avait été bien avant. Écoutez, j'en suis pas certaine de ce que je lui ai demandé par rapport à son activité. Parce que s'il a jamais eu d'une sexualité harmonieuse, peut-être qu'il y a un vrai travail de fond à faire. Pour lui, j'entends. Hein. Je pense. Ouais. Je crois que c'est un peu la conclusion que j'ai pu tirer au bout de 2-3 ans. Mais je crois que vous évoquez déjà plusieurs choses importantes. Il traverse une phase de vie déjà difficile. C'est clair que si sa sexualité était moyenne avant, prendre les antidépresseurs jouent sur la libido. Ça, c'est une évidence. Ouais. Alors là, du coup, il a arrêté. Figurez-vous que ça va mieux. Voilà. Et bon. Voilà, c'est un des éléments, malheureusement, un des effets des antidépresseurs. Ça va
canaliser tous les éléments dépressiogènes, mais la libido, du coup, si je puis m'exprimer ainsi, on prend un coup. Effectivement, très fréquemment, lorsque les patients arrêtent les antidépresseurs, très rapidement, il y a une dynamique en termes de libido qui revient. Par contre, ce qui peut être intéressant, et je trouve dans votre démarche, vous avez pris les décisions tous les deux d'aller voir quelqu'un, c'est de pouvoir remettre en sens et en forme votre sexualité. Dans ce que j'entends, vous avez identifié ce qui vous plaît, ce qui est agréable pour vous, ce que vous attendez de cette dimension sexuelle, dans ce lien à l'autre, il est important que votre conjoint puisse l'identifier aussi et voir à ce moment-là l'harmonisation. Le thérapeute va vous aider à cela, que vous allez faire entre vos désirs, vos attentes. Parce que comme je dis souvent, avant d'avoir du sexe, on parle de sexualité. Et ça, c'est très important. Tout à fait. Alors, ce qui est bien, si vous voulez, c'est qu'on a cette communication. Alors, quand vous parlez de thérapeute, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger là-dessus avec plusieurs personnes spécialistes, est-ce que vous parlez d'un psychothérapeute de couple? Est-ce que vous parlez d'un sexologue? Est-ce que vous parlez d'un neurologue? Alors, tout dépend. Déjà, est-ce qu'il a des difficultés érectiles ou des difficultés d'éjaculation précoce? Érectile. Érectile, donc déjà, il faut régler ce problème-là. Voilà. C'est vraiment, je rejoins Brigitte, il faut procéder par étapes. Déjà, s'il y a des problématiques érectiles, déjà voir sur le plan physique si tout va bien. Est-ce que c'est dû à un problème mécanique ou psychologique? Mais il faut bien savoir qu'un homme qui a des problèmes érectiles, de toute façon, va évincer la sexualité parce que se retrouver face à l'échec, c'est pas très agréable pour un homme. Bien sûr. Mais indépendamment de ça, c'est pas parce qu'il n'arrive pas à bander qu'il peut pas s'occuper de vous. On est bien d'accord. Est-ce que lui est bien d'accord? Bah oui, parce que il y a d'autres moyens comme vous venez d'évoquer. Mais il est vrai, si vous voulez, que quand ça devient un sujet un peu difficile, on a tendance un peu à l'évincer. Donc à moins pratiquer, si j'ose dire. Mais oui, mais c'est ça l'erreur, vous voyez. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut régler son problème érectile. Peut-être d'abord. Sur le plan de la santé et peut-être après sur le plan psychologique. Mais ça n'empêche pas qu'entre-temps, continuer à avoir au moins des rendez-vous câlins avec caresses et puis il peut utiliser un objet. Mais enfin, vous voyez, de manière à ce qu'il n'y ait pas une sorte d'évincement de la sexualité jusqu'à ce que monsieur aille mieux et monsieur ne sera pas pressé d'aller mieux puisque de toute façon, il ne va pas bien. Oui, et puis en évinçant cet élément du couple, finalement, c'est un élément qui pose problème et qui lui évite à ce moment-là aussi à se confronter à cette question-là. Par contre, il y a un élément qui est central. Moins on a de rapports sexuels, moins on a envie d'en avoir. Clairement. Donc, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir continuer à préserver une intimité avec son ou sa partenaire. Et pas simplement dire, bon, bah là, ça ne va pas, on met ça en stand-by. Ça peut devenir très compliqué pour réactiver ensuite. Et là, la dimension d'un thérapeute de couple peut être très importante, puisqu'au-delà de parler de la dynamique du couple, il va aussi aborder la question de votre sexualité à tous les deux. Après, une fois que sa problématique érectile peut être solutionnée, s'il y a d'autres questions qui se posent plus vis-à-vis de lui-même, dans sa connaissance de sa vie fantasmatique, de sa vie sexuelle, après, il y a des choses que lui peut travailler par ailleurs de son côté. Oui, c'est ce que je pense. Mais il faut vraiment qu'il comprenne que vous n'êtes pas satisfaite. Ça, il l'a compris, hein. Oui, mais qu'il a les moyens quand même de vous satisfaire en attendant qu'il aille mieux. Oui, tout à fait. Vous voyez ? Et donc, je sais pas, vous donnez un rendez-vous ou deux par semaine, ou de toute façon, vous avez de l'intimité sexuelle. Oui, d'accord. Il y a un élément aussi qu'on oublie souvent, mais la fellation ou le cunilingus, ça n'est pas un préliminaire, c'est un acte sexuel. Absolument. D'ailleurs, la preuve, c'est puni par la loi si jamais il y a non-consentement. Hein, donc on voit bien que c'est de la sexualité. Complètement. Oui. Et il y a des pays où c'est interdit, enfin des endroits, je pense. Des pays où c'est interdit, non. La Floride, vous savez que vous pouvez être condamné si vous faites une fellation. Ça reste. Je suis pas sûre. Dans un couple, ça m'étonnerait. Hein. Faut peut-être pas abuser non plus. Hein. Non, si c'est au milieu de la rue, effectivement, ça peut poser souci. Mais en France aussi, au milieu de la rue, ce sera pénalisé. Bon, en tout cas, oui, ne le laissez pas attendre que ça aille mieux, parce que ça risque de ne pas aller mieux. Hein. Donc, soyez plus ferme, tout simplement, en attendant qu'il soit lui-même. Oui. Très bien. Merci Lila. Merci à tous les deux. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause. On retrouve Julia Palombe dans un instant.
Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Fabrice Bach, nous retrouvons notre chanteuse Julia Palombe. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Et vous nous emmenez sur l'autoroute ? Oui, sur l'autoroute du kiff. La semaine dernière, j'ai suivi comme 2,5 millions de personnes dans ce monde l'expérience immersive et unique en son genre créée par l'acteur américain McConaughey, The Art of Living, l'art de vivre, mais que l'on peut traduire dans ce cas par l'autoroute du kiff. En effet, l'acteur Matthew McConaughey s'est lancé dans un travail colossal ces 8 derniers mois pour construire, avec l'aide de maîtres à penser reconnus dans le monde, un programme sur mesure afin que chacun d'entre nous puissions aller vers une version meilleure de nous-mêmes. Le road trip d'une vie, le chemin qui vaut la peine d'être vécu. McConaughey est cool, sexy, généreux. Entre nous, il m'emmène où il veut, quand il veut. Il n'aura pas besoin de me forcer. Alors, que trouve-t-on dans cette méthode révolutionnaire, l'autoroute du kiff de McConaughey ? Il y a d'abord une feuille de route interactive où chacun devra travailler à élaborer son chemin vers la version augmentée de soi-même. Dit comme ça fait très robotique, mais dans la bouche de McConaughey, c'est très sensuel, je vous assure. Il y a également des arrêts hebdomadaires où chacun sera amené à travailler en petits groupes avec des road trippers, à ne pas confondre avec stripteasers, des voyageurs aguerris, donc des invités spéciaux qui répondront à vos questions, qui vous aideront à la réflexion et à la concentration. Et puis il y a aussi l'accès à la fameuse communauté de baroudeurs inspirés et bon esprit. McConaughey a pensé à tout. Il a même créé le Motivational Monday, le lundi motivation donc, pour que lundi rime avec inspiration, motivation, soutien. Estime de soi, acceptation de soi, confiance, ce sont des mots qui résonnent profondément dans ce voyage que proposent McConaughey et ses amis, Tony Robbins, Trent Shelton, Dean Graziosi et d'autres encore. Sans surprise, la croissance personnelle, la vie sans limite fait bien sûr rêver l'humanité. La preuve, 2 400 000 personnes, c'est énorme, qui ont suivi cet événement, et un voyage sur plusieurs mois qui a déjà été réservé par une partie d'entre eux pour poursuivre l'élan de vie, le courage de déployer nos ailes dans le saut. Sommes-nous prêts à vibrer ? Telle est la question. Est-ce qu'on a envie de travailler ça ? Il faut avouer que l'enthousiasme américain est terriblement contagieux. Comment résister à l'idée de commencer maintenant, right now, right here, mesdames et messieurs, une nouvelle existence plus puissante et plus proche de nos désirs profonds. Ah, Mathieu, on t'aime. J'ai été frappée par le nombre de fois où Matthew nous a demandé d'admettre nos doutes, nos faiblesses, nos échecs. Juste admets-le, disait-il avec ce petit air irrésistible. Bon, évidemment, nous tombions les masques et les armes immédiatement. Comment résister ? N'est-ce pas extraordinaire tout de même de mettre 2 400 000 personnes un genou à terre pour le bien de chacun et in fine pour le bien de tous. N'est-ce pas une raison de se réjouir aujourd'hui ? Nous sommes capables de grands élans de tendresse et de communion lorsque nous sommes accompagnés avec intelligence. Je suis la première à pointer du doigt les dérives de nos vies et de nos amours sur écran interposé depuis l'arrivée des tablettes et ordinateurs en tout genre dans nos vies. Mais je dois l'admettre, lorsqu'Internet est utilisé pour rassembler et propager un message d'espoir, eh bien, je m'incline, que voulez-vous ? Comme le dit McConaughey, il est temps de repenser la façon dont nous pouvons arriver là où nous voulons et là où nous avons besoin d'aller. Alors, chers auditeurs, je vous souhaite plus de cool attitude à l'américaine, plus d'équilibre, plus de choix, plus de joie et surtout, je vous souhaite plus de courage afin d'admettre votre vérité et d'élaborer les moyens d'atteindre votre identité réelle et de l'incarner pleinement. En voiture, tous chaud devant et à la semaine prochaine. Mais vous l'avez suivi, vous Oui. Oui. Donc, vous êtes enthousiaste, visiblement. Ah, moi j'ai adoré. Oui, j'ai trouvé que c'était loin finalement de tout ce qu'on voit partout. C'est vrai que les coachs et les gourous, là, il y en a énormément. Et lui, c'est un acteur, donc il y est allé avec sa vérité. Et finalement, le fait de remettre ça dans une vie qui lui appartient et dont il nous fait la confidence, ça rendait la chose plus accessible et plus vraie, moins idéologique finalement. Donc j'ai trouvé que c'était assez beau.
Oui, non, mais c'est une assez belle. touchant. En tout cas, ça peut permettre à certaines personnes de prendre le chemin, si je puis dire. Hein. Oui, puisqu'on voit que la sexualité, c'est très lié à comment on se sent. Et c'est vrai que quand on se sent mal, on peut pas déployer une sexualité épanouie. Donc, j'ai eu envie de faire un petit rappel comme ça, global, sur sur se sentir bien dans son corps de manière un peu plus globale. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que vous évoquez. La sexualité est sa sexualité, quelque chose qu'on va offrir à l'autre. Et avant, il faut déjà, effectivement, globalement se sentir bien avec soi-même, avec son corps, avec ses désirs et se connaître par rapport à tout cela. Si ces deux facteurs sont pas réunis, l'auditrice précédemment parlait de son conjoint, qui était pris dans des problématiques dépressives. Là, il y a un dysfonctionnement qui fait que son offrir à l'autre est problématique. Mais on peut très bien aller, et d'un autre côté, mal se connaître soi-même. Donc, ce que l'on va offrir à l'autre va être quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, ça donne une sexualité hésitante. On ne sait pas trop comment se positionner, quoi dire, quoi faire. Du coup, ça n'est pas épanouissant. Oui, il y a cette idée dans se connaître soi qui paraît parfois un peu égoïste. D'ailleurs, il en parlait, Matthew McConaughey. Il disait soyez égoïste, mais pas dans le sens tout pour soi, dans le sens se connaître soi, afin évidemment de offrir à l'autre plus de possibilités, plus de partage. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a une confusion qui est faite entre l'égocentrisme et l'égoïsme. Tout à fait. L'égoïsme est quelque chose d'extrêmement négatif, puisque c'est par moi, pour moi et que pour moi. L'égocentrisme, c'est se centrer pendant un temps sur soi pour ensuite pouvoir donner à l'autre. Donc il y a bien un mouvement qui va vers l'extérieur. Et on a tendance parfois à confondre les deux. Et donc je pense qu'au contraire, moi je sollicite très fréquemment les patients à devenir d'abord égocentrique pour ensuite pouvoir donner quelque chose à l'autre. Maintenant, l'égoïsme, effectivement, est à proscrire, parce que là, on ne va pas aller très loin. Vive l'élan. Et puis, Julia Palombe, alors ça y est, vous nous présentez un nouvel album ? Ah oui, je suis extrêmement heureuse. C'est en collaboration avec le compositeur Serge Leonardi. L'album s'appelle Tarentelle et Vaudou. Il sort le 12 mai et c'est au croisement de la poésie, du jazz et finalement comme un peu une bande-son cinématographique. C'est vraiment un voyage au pays de la volupté. Vous nous aviez caché ça, parce que ça fait longtemps que vous êtes dessus, j'imagine, pour qu'il sorte c'est toute l'année que j'ai travaillé et d'ailleurs on m'entend chanter en français et en italien beaucoup. Et c'est très, très intime, c'est une musique très belle. Donc le 12 mai sur toutes les plateformes, vous pourrez retrouver Julia Palombe dans ce nouvel album Tarentelle et Vaudou. Merci Julia. Merci, et bonne route alors. Franck, bonjour. Bonjour Franck. Bonjour Fabrice Black. Bonjour. Et alors vous allez répondre à 3 questions, puis vous pourrez en poser une à Fabrice. Alors première question, Franck, quelle note vous donneriez à votre libido actuellement ? Waouh, ma libido, on est bien à 9,9 sur 10. Hein. Oh là là. Au détriment de ma partenaire, peut-être. Si ça va pas si bien avec votre partenaire, ça peut pas être 9,5 sur 9,9. Ah si, ça va très bien, mais je suis peut-être un petit peu trop demandeur, on va dire. D'accord. Bon. Mais on va dire que vous êtes un homme. Hein. Disons ça. Deuxième question. Tiens, justement, racontez-moi votre pire échec sexuel. Mon pire échec sexuel. Alors une petite anecdote. Je rencontre une fille, qui me plaisait énormément. Elle me donne rendez-vous chez elle. Elle était en vacances dans le coin avec ses parents, très bien. Et le problème, c'est que le soir, elle me fait rentrer donc chez elle. On était sortis en début de soirée. Le soir, on rentre chez elle, donc pour passer la nuit ensemble. Le problème, c'est que dans la maison, il y avait tout le monde, ses parents, frères, sœurs, tout ça. Et on dormait dans le salon, sur le canapé. Voilà, avec au début le père qui sort pour aller aux toilettes, etc. Et quand j'ai voulu passer à l'acte, tout est resté en bas, on va dire. Oui. J'étais pas dans le mouvement, on va dire. Oui, évidemment, mais elle s'est pas rendue compte que c'est pas possible pour un homme là, comme ça. Je sais pas si elle s'est rendue compte ou je sais pas du tout quelles étaient ses attentes, mais en tout cas, pour moi, c'était pas possible. Oui, je peux comprendre. Hein. Bon, et dernière question, vous êtes plutôt les seins ou les fesses, vous, quand vous regardez une femme?
C'est dur comme question. Hein. Je trouve pas qu'elle soit dure comme question. Les deux ont leur importance. Hein. Ah bah j'ai pas dit ça, j'ai demandé qu'est-ce que vous regardez d'abord. Je pense que je vais regarder les fesses. N'est-ce pas? Ouais. Bon, vous pouvez poser une question à Fabrice Bach qui vous écoute. Alors bonjour Fabrice, j'ai pas écouté le début de l'émission, j'espère que je vais pas faire un doublon avec une question. Pensez-vous qu'on peut tout dire à sa partenaire? Ah, très 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 bonne question. Alors ma réponse est claire, c'est non. On peut dire beaucoup, énormément, tout dire, attention. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, sans se rendre compte, on peut franchir certaines limites et sans le vouloir manquer de respect à l'autre. L'autre n'est pas non plus obligé de tout entendre. Donc c'est aussi dans le rapport à l'autre, dans la communication que l'on a avec l'autre, encore plus dans ce registre très intime qui est celui de la sexualité, être vigilant. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'autre excès qui est de ne rien dire, tout renfermer, et puis comme si l'autre allait devoir deviner ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Non, ça, c'est pas possible. Puis, il faut quand même être vigilant à ce qui est dit et comment l'autre reçoit ce qui est dit. Donc, est-ce qu'il faut tout dire? Non. Un exemple, par exemple, très terre à terre. Si vous êtes avec quelqu'un aujourd'hui, on va peut-être éviter de parler de ses autres expériences qu'on a pu avoir antérieures avec d'autres femmes. Ça serait pas très respectueux pour elle. Même si, paradoxalement, elle peut le demander. Comment ça se passait avec les autres? Même si elle le demande, il vaut mieux rester évasif. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Il faut pas dire c'était mieux avec celle d'avant. Vous voyez, par exemple, Franck, même si c'est vrai, c'est pas la peine de le dire. Enfin, je sais pas, ça me paraît assez évident, non? Oui, j'entends ce que vous me dites. Oui, parce que, attention, parce que certaines femmes peuvent être très sensibles, justement, quant au fait de découvrir et de savoir cette autre vie que vous aviez avant. Attention à ce que vous en livrez. On peut dire, tiens, elle veut savoir, mais il n'y a pas de souci, je suis totalement franc, on est en couple, on se livre totalement. C'est aussi important de pouvoir garder en soi une part de mystère qui va activer aussi la relation à l'autre pendant des années. Si vous dites complètement tout en permanence, finalement, au bout d'un moment, elle n'a plus rien à découvrir chez vous. Donc elle va finir par se lasser et s'ennuyer dans la relation. Maintenant, cette perte de mystère ne veut pas dire qu'à l'intérieur, on va y construire des vies parallèles ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça du tout. Mais une part de mystère sur vous, votre construction. D'accord. C'est justement cette petite part comme ça où elle n'aura pas accès qui va continuer à faire qu'elle sera attirée par vous. Alors, on appelle ça du mystère ou du mensonge? C'est quoi la différence? Alors là, je peux vous le définir très précisément. Le mensonge est un travestissement de la réalité. Le mystère, c'est quelque chose que l'on omet de dire. Ça n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Le travestir la réalité, alors là, il faut être très vigilant au niveau du mensonge, parce qu'il y a 3 types de mensonges. Il y a le mensonge entre guillemets par omission, qui est pas forcément négatif en soi. On évite de dire certaines choses à l'autre pour éviter de le blesser. Un exemple très terre à terre, monsieur vient se séparer de son ex et il a rencontré quelqu'un d'autre, mais il doit revoir son ex pour récupérer des affaires. Il va éviter de le lui dire parce qu'est-ce qu'elle va se représenter qu'en fait qu'il soit toujours en lien avec son ex. Voilà. Donc ça, c'est un mensonge par omission. Il n'est pas négatif en soi. Ensuite, on a le mensonge entre guillemets par plaisir. Un exemple très terre à terre, j'ai un de mes patients un jour qui rentre un peu tardivement, sa conjointe lui dit « Mais tiens, qu'est-ce que tu étais en train de faire ?»« Ah, j'étais au téléphone avec un ami. » Elle est un peu surprise que ce soit aussi tard. Et puis on arrive à un gros clash derrière. Non, il n'était pas avec un ami au téléphone, il était avec UPS qui venait de perdre le cadeau qu'il lui avait commandé pour son anniversaire. Donc là, c'est un mensonge, je dirais, pour une bonne cause. Et après, il y a un 3e type de mensonge là qui est plus problématique. C'était en fait pour sa maîtresse, donc là c'est un mensonge... Ah là, c'est plus embêtant. Et le 3e type de mensonge est un mensonge de travestissement, où on veut camoufler, cacher des choses volontairement, sciemment, pour manipuler l'autre. Là non. La part de mystère, ça n'est pas du mensonge, c'est 2 choses bien différentes. D'accord. Voilà la réponse, Franck, de Fabrice Bach. Ça vous va ? Je suis très satisfait. Bon, c'est pouvoir garder une part de mystère n'est-ce pas ? C'est rassurant. Hein. Merci Franck, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause et on continue avec vous, bien sûr. On parle de votre sexualité dans votre couple. 0826 300 300. À tout de suite.
Avec Fabrice Bach, on se pose la question de l'adaptabilité sexuelle entre deux partenaires. Bonjour Tiffaine. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Bach. Bonjour. Alors je crois que c'est intéressant parce que vous considérez que si il y a attirance physique, forcément ça va fonctionner sexuellement, hein, c'est bien ça ? Exactement, je me pose pas du tout la question parce que quand je rencontre quelqu'un, à partir du moment où il me plaît physiquement, de fait, en fait, pour moi c'est déjà la sexualité, en fait. Et ça marche donc bien à chaque fois ? Pas du tout. Ah, d'accord. Je suis. Eh ben là, on est tous les trois d'accord alors. donc, c'est une croyance à laquelle il va falloir tordre le cou, Tiffaine. Exactement. Non, mais c'est parce que vous soulevez le sujet que je me suis dit, mais en fait, je ne me pose pas la question, qu'est-ce que c'est l'attirance physique, mais derrière, ça ne veut pas dire, est-ce que ça va être, du plaisir aussi, sexuel. Et non, pas forcément. Ben oui, parce que le physique, ça répond à un critère visuel en quelque sorte, hein. Et la sexualité, c'est pas que du visuel, c'est aussi c'est nos 5 sens. Exactement. Mais du coup, alors il y a l'image en premier, mais après très vite, si j'ai été déçue, quand j'ai été déçue, c'est parce qu'en effet l'odeur de la peau, les odeurs, les autres tout sens, simplement. oui. Voilà, et ne marchait pas, ne fonctionnait pas. Et là, du coup, ça peut faire vraiment, c'est plat, c'est vraiment très plat, quoi. Oui. Et même s'il y a un physique attirant en premier lieu, non, ça fonctionne pas. Oui, parce que c'est intéressant sur ce que vous évoquez, parce qu'on parlait tout à l'heure des 3 formes de rencontres. Effectivement, la première, et vous l'évoquez très bien, il y a une attirance physique qui est là, mais qui n'est pas suffisante en elle-même. Si cette attirance physique n'est pas magnifiée par la personnalité, par la façon dont l'autre va se positionner face à vous, dont il va vous séduire, et puis la façon dont il aura d'entrer en contact avec vous, la 3e rencontre intime et sexuelle peut malheureusement dysfonctionner, alors que ce qui est troublant, au départ, il y a une attirance physique. Alors que, pardon, au départ, il y a une attirance physique qui était présente. Oui, donc, c'est ça. C'est un bon prérequis, mais ça n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais du coup, je me dis, est-ce que l'inverse se produirait ? C'est-à-dire quelqu'un qui m'attire pas forcément physiquement, mais comme pour le coup, j'essaye pas. Enfin, oui, je vais pas. Est-ce que du coup, ça pourrait marcher, les 3 autres sens, ça pourrait. Alors évidemment, si c'est quelqu'un qui ne correspond absolument pas à vos critères physiques, ça m'étonnerait que ça marche sur le long terme. Parce qu'on aime bien, on est quand même assez marqué par le visuel, même si c'est pas ce qui est pas tout le temps le cas pour tout le monde, mais quand même, la majorité des gens sont assez visuels. Mais si c'est quelqu'un qui, allez, on va dire qui a un physique un peu indifférent pour vous, si sexuellement ça fonctionne très très bien, ça peut tout à fait donner une relation qui tient. Ceci dit, je ne le saurais pas parce que du coup, je ne me donne pas l'opportunité. Vous voyez ? Disons que... Peut-être que je suis très restrictive, mais je vais dire... comment dire ? Alors, il faudrait juste analyser un petit peu mieux, Tiffaine, pourquoi vous êtes aussi attirée par des hommes qui correspondent à votre critère physique. Est-ce que c'est pour les montrer à vos copines ? Est-ce que c'est parce que vous avez un sens esthétique très développé ? Enfin, vous voyez, faudrait juste essayer, ou parce que dans votre propre histoire, il y a quelque chose qui est de l'ordre du physique. Enfin, vous voyez, essayez juste déjà de comprendre pourquoi c'est votre leitmotiv, en fait. Alors, je sais que, par exemple, la taille, rédhibitoire. Si la personne n'est pas grande, ça va pas. Si elle n'est pas carrée en haut, ça va pas. Donc, il y a un côté protecteur. Je pense que c'est ça. Enfin, si je fais un raccourci, je suis pas... Oui, non, mais c'est vous qui le dites. Hein. On vous écoute. Hein. C'est vous qui avez la réponse, c'est pas nous. Hein. Je dirais que déjà, ces 2 critères-là sont importants. Oui, vous avez besoin de sentir, d'avoir en face de vous un homme viril. Oui, mais ce qui ne veut pas dire forcément, la taille ne veut pas dire viril et protection. Non. Je m'en rends compte en avançant dans l'âge. Mais pour vous, c'est une image virile. Et donc ça vous excite. En tout cas, ça m'attire. Ça m'attire. Ah oui, ça aussi c'est intéressant parce que cette attirance, donc effectivement on a tous des critères physiques qui sont présents, qui nous appartiennent. Maintenant, cette attirance est un prérequis, mais l'attirance, si elle ne provoque pas le désir, derrière ça peut poser
d'autres soucis. Et derrière, si on cherche uniquement un aspect protecteur, c'est un élément important dans la vie de tous les jours, dans la sexualité. C'est plutôt de la confiance et du respect qu'on va chercher, pas forcément l'élément protecteur. C'est parce que justement, on va se dévoiler à l'autre, on va jouer avec l'autre, c'est-à-dire dans un jeu sain, un jeu réciproque, bien entendu, pas de manipulation. Et le problème, c'est que si on en reste à un aspect purement, et vous l'évoquiez tout à l'heure, protecteur, ce n'est pas forcément la bonne porte d'entrée pour aller vers une sexualité épanouissante. C'est un prérequis pour avoir une relation stable. Ça oui, c'est intéressant. Dans la sexualité, il faut autre chose qui vienne pimenter cela. D'accord, mais en plus ce que vous dites, c'est que du coup, la relation stable, certainement que je la cherche au fond, mais je ne suis jamais restée très longtemps en fait avec quelqu'un. Donc ça me satisfait pas. Enfin, la stabilité n'est pas ce que je recherche en fait chez un homme. Enfin, je sais pas, c'est un peu ambigu. Non, je crois que c'est pas ambigu du tout. Ce qu'on disait à l'instant, vous pouvez trouver une relation stable, mais si la sexualité est défaillante, il va vous manquer quelque chose. Donc à un moment donné, vous n'allez pas rester effectivement avec cet homme-là. Et la question de fond sur laquelle il faut pouvoir réfléchir, c'est effectivement dans ces critères. Et encore une fois, j'insiste sur ce point, nous en avons tous en nous, quels qu'ils soient, pouvoir les identifier, mais ce sont des critères qui vont participer de notre attirance, et cette attirance va pouvoir générer en nous un désir et une excitation ensuite. Donc bien identifier quels sont ces critères qui permettent de faire ce cheminement-là. Quelqu'un de grand, de carré, oui, c'est bien, on est attiré, mais est-ce que ça va générer du désir et de l'excitation ? Peut-être pas forcément. Il y a peut-être d'autres critères en vous qui sont présents. Et ce que vous évoquez, Brigitte, pour voir à un moment donné, rechercher plus précisément quels sont les critères excitants pour vous chez un homme. Donc du coup, il sera peut-être moins attirant physiquement, mais il pourra provoquer plus de désir. Mais quand dans votre histoire, vous avez été vers des hommes donc, qui vous attiraient physiquement, est-ce que au premier instant, vous avez senti du désir, une excitation ou pas ? Une excitation, du désir, de l'attirance. Après, une excitation. Oui, si, quand même. Si. Quand même. Oui. Je sais pas. Je dirais pas que c'est 200%, mais quand même. C'est pour ça que je sais pas si ces critères sont pas faussés par une autre recherche. Enfin, je sais pas. La protection, ça fait pas tout dans un couple. Non, bien sûr. Mais vous voyez, c'est la question que je pose. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui est un peu bloqué chez vous sur la question du sentiment. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vers des hommes en fonction d'un critère très physique, attractif, certes, voire même avec de l'excitation, mais vous n'êtes pas emporté. Et donc ça veut dire que sur le plan de l'émotionnel et du sentiment, vous avez du mal à vous livrer quelque part. Peut-être. Oui, certainement. Enfin, c'est-à-dire que ça expliquerait qu'il n'y a pas... il y a des critères qui viennent en premier lieu et les émotions ou l'excitation, comme vous dites, du coup, je serais capable peut-être de les enfouir ou de ne pas les... Oui, par rapport aux critères, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, je veux dire qu'il y a peut-être une peur de se laisser emporter et donc on reste sur des critères qui sont purement physiques et comme ça, on inhibe tout ce qui est de l'ordre de l'émotion et du sentiment. Et donc protection. Oui, bien sûr que c'est une protection et derrière il y a des peurs. Et comme ça, on évite de se faire mal, on évite de se faire quitter, on évite. Mais en même temps, on évite d'avoir une relation qui serait belle et qui pourrait durer. Oui, je me suis dit, éviter de se faire quitter ou des choses comme ça, même des grands costauds, j'ai été quittée aussi. Vous voyez, en misant sur ces critères, c'est-à-dire, c'est pas une garantie d'une... Non, bien sûr, mais vous avez été quittée, mais ça n'a pas été aussi douloureux que ça l'aurait été si vous aviez investi sentimentalement beaucoup, vous voyez. Ok, oui, d'accord. Peut-être, si, d'accord. Et donc c'est une protection
qui est utile au départ, mais à un moment donné, il faut essayer de lâcher quelque chose pour pouvoir avancer et avoir une histoire et une relation qui soit plus belle, quoi, plus forte, plus intense. Mais bon, il faut du temps, Tiffany, et prenez le temps de vous découvrir et de vous ouvrir tout doucement, parce que il faut pas se faire mal non plus. Donc parfois nos protections, elles sont aussi bien utiles. D'accord. Merci Tiffany, en tout cas, merci beaucoup. Allez, la petite devinette du jour, et puis vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Alors écoutez bien, parce que en fait il y a un jeu de mots. C'est quoi un homme pas mâle du tout? Voilà, vous avez le temps des infos pour me donner la réponse, et puis on vous invite, vous aussi, à venir témoigner au 0826 300 300. Vous avez du mal à trouver votre âme sœur sexuellement, et peut-être qu'il y a quelque chose en vous, justement, comme chez Tiffany, qui peut-être pas encore tout à fait libéré, et on est là pour vous aider à vous découvrir, justement. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La sexualité à deux, c'est pas simple. On en parle avec vous, Fabrice Bach. Vous êtes thérapeute. C'est un sujet évidemment qui peut poser de vrais problèmes dans le couple. Et c'est sans doute un sujet qu'on aborde finalement assez peu. C'est très compliqué de communiquer sur la question sexuelle dans un couple. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui ensemble. Alors la réponse à ma devinette, c'est quoi un homme pas mâle du tout? Un homme pas mâle du tout, une femme? C'est pas tout à fait ça, c'est un efféminé. Ah, d'accord. Mais bon, c'est pas mal, vous aviez presque trouvé la réponse, en effet. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous, Arnaud. Donc vous êtes en couple, vous, depuis 4 ans, hein? Oui, alors c'est ça, je suis en couple depuis 4 ans. Juste, je voulais vous remercier de me faire passer à l'audience. En tout cas, c'est un plaisir d'interagir avec vous dans cette émission de qualité qui, je pense, est d'intérêt public. Du coup, j'ai une relation de 4 ans avec la personne avec qui je suis actuellement. Et j'ai eu la chance d'avoir d'autres partenaires sexuels. Et donc, à la suite de ça, j'ai pu apprendre et j'ai pu comprendre l'autre. Et je pense que ce que vous disiez, ce qui a été dit dans l'émission, je pense que tout est dans la communication. Et je pense que c'est vraiment le maître mot d'une relation soudée pour pouvoir apporter de la sérénité. Et comme le disait Fabrice en début d'émission, avoir une relation prospère et nous apporter que des bénéfices. Bien sûr, bien sûr. Si on ne communique pas, on ne peut pas tout deviner, bien sûr. Et ça va bien, vous, depuis 4 ans? Alors oui, on a fait justement l'objet de cette expérience-là, essayer de se communiquer, d'essayer de dire quels étaient les désirs de l'autre, quelles étaient nos envies, l'état dans lequel on était, parce que c'est pas évident, parce qu'on se retrouve dans des états entre guillemets seconds où l'excitation nous prend, etc. Et donc du coup, c'est pas facile à gérer. Et je trouve que c'est très juste et très important ce que vous venez de dire, Arnaud. C'est vrai que quand la pulsion est forte, à un moment donné, elle nous envahit et on peut ne plus respecter l'autre, ne plus être capable de se rendre compte qu'on va peut-être plus loin que ce que l'autre voudrait. Je pense que c'est entre guillemets quelque chose que j'ai expérimenté quand j'étais jeune. Donc du coup là j'ai 33 ans actuellement, mais dans mes premières relations autour de 20 ans. Donc du coup j'avais ces excitations, j'avais tous ces trucs qui entre guillemets je ne maîtrisais pas. Et en fait je pense que dans une mesure il y a la notion de respecter cette non-maîtrise, parce que il y a un jeu, il y a des pulsions, et je pense que c'est quelque chose à respecter, mais c'est aussi quelque chose où il faut communiquer pour savoir si c'est ok. Et je pense que les relations vont baisser en termes de conflit à partir du moment où la communication et le respect est mutuel. Et qu'après, à l'insu du jeu, ça se fait presque naturellement, quoi. Et en tout cas, moi, j'en ai fait l'expérience, et vraiment, c'est un plaisir. Et comme disait encore une fois Fabrice en début d'émission, il y a que des bénéfices, et on ressent, entre guillemets, aucune frustration, et on est vraiment pleinement épanoui. Et ça, c'est un plaisir au quotidien. Mais ça n'a pas toujours été évident, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ça, de parler de sexualité, de savoir si c'est ok pour l'autre, quelle pratique elle aimerait
Mais je pense, alors bien sûr, hein, et puis on est quand même très dominés, surtout les hommes, par leur pulsion sexuelle quand ils sont après la puberté. Mais je pense quand même, Arnaud, que vous avez dû être éduqué durant votre enfance avec la notion de la frustration. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est que la frustration. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas assez été éduqués à la frustration pendant leur enfance et qui donc, sexuellement, quand ils ont envie, comprennent pas pourquoi l'autre n'est pas disponible. Moi, j'ai été éduqué dans une vie de famille entre guillemets catholique entre guillemets. Donc du coup, on a un gros tabou sur la sexualité. D'accord, mais on a en général dans les éducations catholiques, il y a un respect de l'autre et il y a quand même une éducation parfois peut-être un peu rigide sur le plan de la sensualité, certes, mais c'est quand même une éducation qui tient quand même la route. Bien sûr qu'il y a des valeurs morales très justes. Voilà. Et je ne revendique pas du tout ça. Ce que je trouve qui est compliqué, c'est que justement, quand on a grandi dans un système de croyances prédéfinies, on a des prêts-à-penser. Et ça, entre guillemets, c'est ce qui va nous bloquer dans la compréhension de l'autre. Et je pense que ce que j'ai pu ressentir, moi, c'est d'être assez maladroit dans, par exemple, interagir avec l'autre. C'est quelque chose, je trouve... Oui, vous étiez peut-être un peu gêné au début dans la sexualité, parce que vous n'aviez pas été très ouvert à tout ça, bien sûr. Mais en même temps, ce qui est intéressant, vous êtes la preuve vivante qu'on évolue. Et parce qu'on sent à travers tout ce que vous évoquez qu'il y a eu vraiment un travail vis-à-vis de vous-même et dans la relation à l'autre qui s'est fait pour aboutir à cette conceptualisation. Et c'est pas qu'une conceptualisation, il y a ce vécu de la relation intime et de la sexualité. Parce que on oublie souvent quelque chose, c'est que la sexualité, c'est véritablement un art. N'importe quel animal peut se reproduire. Les humains est la seule espèce qui est capable de cultiver un art sexuel. C'est intéressant à voir. Et ce qui est intéressant, c'est que pour vivre une sexualité épanouie, il y a effectivement cette notion du respect, de la confiance. Mais la confiance se base sur quoi? Parce qu'on ne peut se lâcher, s'abandonner que si on a totalement confiance à l'autre. Dans cette confiance en soi aussi. En soi, bien entendu. Et cette confiance se base sur 3 éléments. Déjà, le respect de l'autre dans qui il est, dans sa façon d'être. Deuxième élément, les attentions qu'on va avoir vis-à-vis de l'autre, qui montrent qu'on est prévenant vis-à-vis de l'autre. Et le troisième élément, c'est la qualité de la communication qu'on va établir. On peut se parler sincèrement, encore plus dans la sexualité où on va livrer des choses qui sont extrêmement intimes en termes de désir, de fantasmes, de sensations. Et on sait que l'autre va être prêt à l'accueillir, mais qu'il va faire la même chose aussi. Donc il y a vraiment un mouvement réciproque qui se met en place. Et là, on aboutit à quelque chose qui devient extrêmement épanouissant. On peut se dire les choses sans choquer, sans blesser. On le sait. On peut évoquer ses désirs. L'autre va écouter, va voir si c'est possible ou pas, il n'est pas hors de son champ de valeur. Voilà. Enfin, et là, c'est d'une richesse, mais extraordinaire. Ah ouais, j'ai exactement ce même sentiment-là, cette compréhension à partir du moment où on respecte ces choses-là, tout est si simple. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez d'égocentrisme et d'égoïsme, cette notion-là qui est très importante, où il faut se comprendre soi, et ce que vous disiez aussi, Brigitte, vous parliez de la frustration, il faut aussi pouvoir se contenir et savoir comment se contenir parce que voilà, il y a un respect de l'humain, il y a un respect de toutes les choses. Oui, mais l'autre de toute façon nous décevra aussi, et comme on va le décevoir d'ailleurs, l'autre n'est pas là pour satisfaire tous nos désirs, c'est pas possible. Vous évoquez quelque chose d'important aussi, le fait de se retenir, de ne pas se laisser aller tout de suite. Ce qu'on constate, notamment si on regarde au niveau des préliminaires, plus les préliminaires sont longs, et plus l'homme ensuite va ressentir un plaisir intense, parce qu'il retient en fait une pulsion en lui qu'il va pouvoir libérer. Donc il va véritablement atteindre un orgasme. Plus les préliminaires durent pour une femme, plus ça va activer donc son désir et surtout le plaisir pendant la pénétration. Pourquoi ? Parce que si elle n'est pas suffisamment excitée, si le désir n'a pas été suffisamment présent, l'expérience peut être douloureuse, frustrante, et à l'inverse, lorsque ces préliminaires ont pu être présents et être très présents, elle a plus de chances de parvenir à l'orgasme. Et ça rejoint cet élément en termes de frustration. Je vais réfréner certaines choses pour les lâcher progressivement dans ma relation intime à l'autre. Voilà, oui. Je suis
entièrement d'accord. Hein. C'est encore une fois, je vous écoute depuis tout à l'heure et à chaque fois que j'entends Brigitte ou Fabrice, c'est la voix de la sagesse à chaque fois. Enfin, je veux dire, on le sent même chez vous que c'est ok et que tout ce que vous dites c'est avéré et en plus vous certifiez que même moi de mon côté où il y a eu des frictions, il y a des moments donnés où on se comprend pas et au final la communication, je pense que entre guillemets, c'est se mettre mot, mais c'est un apprentissage aussi. Mais oui, mais parce que c'est pas grave de ne pas se comprendre. Ce qui est grave, c'est de ne pas pouvoir exprimer et communiquer, et parce que et puis on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de pas avoir les mêmes envies, mais si on n'exprime pas les choses, tout doucement, ça crée de l'éloignement, évidemment. Mais vous savez, vous avez de la chance parce que 33 ans, avoir déjà atteint cette harmonie sexuelle, c'est bien, Arnaud, vous avez de la chance. C'est un gros travail, mais je pense qu'il faut être, entre guillemets, aidé par psychologie et philosophie, hein, vraiment. Je pense que c'est des bons moyens et l'élucidation de soi, forcément. Mais la psychologie, c'est apprendre à se connaître et à connaître l'autre, et la philosophie, c'est apprendre à être sage. Et ce que vous disiez sur une émission précédente, vous avez fait la notion de la sexualité, de l'amour et de la spiritualité, je crois, ou quelque chose comme ça. Eh bien, c'est demain, on parlera aussi de sexualité sacrée. Donc, voilà, tout est lié, et pour moi, c'est la quintessence de l'être humain. Tout est là, et je pense même que c'est l'existence humaine, mais c'est un autre débat. Mais voilà. Non, mais bien sûr. Quel plaisir en tout cas, voilà, de partager tout ça et de voir ces émissions qui sont faites avec tant de bienveillance, d'intelligence et de pertinence. Voilà. Merci Arnaud de votre témoignage et de vos compliments. Je les prends avec beaucoup d'ouverture. Allez, on fait une petite pause et on continue bien sûr à évoquer la sexualité dans le couple. C'est pas si simple, mais c'est possible, la preuve. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Fabrice Bach, nous évoquons la sexualité dans le couple et c'est Stéphane qui est avec nous. Bonjour Stéphane, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Bonjour. Voilà. Merci de me laisser exposer ma situation en antenne. Alors vous êtes en couple depuis pas mal de temps, hein, depuis 2019, depuis 24 ans. En fait, et marié depuis 4 ans. 2019, non, 24 ans, c'est pas possible. 99, excusez-moi. 97, je suis troublé. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Et donc... Mais c'est peut-être à partir de 2019 que ça ne va plus très bien. Non, en fait, ça a toujours été comme ça. Mais voilà, donc en 2019, l'année dernière, en juillet, ma femme m'a annoncé qu'en fait, elle était asexuelle. Voilà, suite à des recherches et à des connexions sur des sites asexuels, des forums, des trucs comme ça. Elle s'est rendue compte qu'il lui arrivait ça. Et depuis, on a beaucoup de mal à communiquer. J'ai même plus l'impression d'être en couple, en fait. J'ai l'impression d'être avec une amie. Oui, bien sûr, puisqu'il n'y a plus de... Mais est-ce que... Parce que c'est intéressant, cette définition quand on est asexuel. Ça veut dire que le sexe ne présente pas d'intérêt pour nous. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui se disent asexuelles et qui sont réellement asexuelles, mais qui sont dans la tendresse, dans l'amour. Et puis il y a des personnes qui se disent asexuelles et qui sont en fait dans le rejet de la sexualité et dans une sorte et qui sont sexophobes. Donc ce serait intéressant déjà de bien définir ce qu'elle est. Parce que c'est pas la même chose. Tout à fait, d'accord. Oui, allez-y. Parce que, en fait, c'est intéressant. À un moment donné, en fait, être asexuel, parce qu'il n'y a rien à voir avec être asexuel aussi, hein, c'est toujours asexuel. Vous le disiez très bien, Brigitte, effectivement, à un moment donné, ce rejet qu'on a de la sexualité. À un moment donné, est-ce que c'est arrivé en cours de route, dans une vie sexuelle? Est-ce que ça a toujours été le cas? Une personne qui est asexuelle, ça peut arriver, n'a jamais investi le registre de la sexualité. Ça lui parle pas du tout. Par contre, il y a comme des pulsions en elle, et ce sont des personnes qui vont sublimer ces pulsions dans différents domaines. Ça peut être un registre spirituel, artistique, créatif. Maintenant, on a des personnes qui peuvent d'un seul coup se définir comme étant asexuels parce que
en elle, quelque chose a pu dysfonctionner. Et cet attrait qu'elle pouvait avoir pour la sexualité, elles se sont perdues. Elle n'arrive plus à réidentifier ce qui est bénéfique pour elle. Et donc, c'est une façon de mettre à distance cette dimension qui peut poser souci. Par contre, effectivement, je pense que pour vous, ça doit être compliqué, parce que vous disiez, ça fait quand même 24 ans que vous êtes avec cette personne. J'ai envie de dire, au début, vous aviez une sexualité épanouie, où il y avait déjà quelque chose... Pas vraiment, j'ai l'impression. Non, en fait, ça m'a même pas étonné depuis le début. C'est le moins souvent possible et le plus rapidement possible, jamais 2 fois d'affilée. Moi, je pense... ça m'a limité, quand elle me l'a dit, en fait, je me suis rendu compte que ça faisait 24 ans que je me mettais des œillères en espérant que ça change et que voilà. Oui, mais Stéphane, je pense qu'elle se trompe et puis ça l'arrange bien de dire qu'elle est asexuelle. Mais en fait, elle est sexophobe, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas la sexualité. Non, c'est tout à fait. Elle m'a dit que ça venait pas de moi, c'était avant. En fait, elle s'était toujours forcée pour faire plaisir à ses partenaires. Quoi. Oui. Et puis, si vous voulez, là, ce qui est terrible, c'est qu'elle vous met devant le fait accompli et a priori, il n'y a pas beaucoup d'alternatives possibles, si j'entends bien. Alors, elle me dit qu'elle m'aime, que voilà, et qu'on peut vivre ensemble, mais que si je veux avoir une vie sexuelle, il faut que j'aille la faire ailleurs. Quoi. Et ça vous convient, ça ? Mais c'est ce que j'ai du mal à avaler, si vous voulez. C'est ce qui me fait mal. On a 2 enfants de 13 et 4, et j'ai peur de la suite, de ce qui peut arriver, quoi. C'est-à-dire ? Si jamais je rencontre quelqu'un, voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a 2 solutions. Soit elle va l'accepter et puis vous allez vivre une sexualité à côté, ou alors elle l'acceptera pas, ou vous tomberez amoureux et ça mettra en effet fin à votre couple. Il y a un danger, c'est clair. Maintenant. Oui, moi ça fait 1 an que j'y demande là qu'on aille voir quelqu'un, un sexologue, une thérapie de couple, je sais pas trop, sauf qu'elle me relance pas. Elle va bien en fait, elle a mis un nom sur ce qu'elle vit, et sur ce qu'elle vit depuis longtemps, et ça va bien pour elle, mais elle me relance pas sur ces sujets-là et tout ça. Mais vous en souffrez. Je sais pas vraiment qui on devrait aller voir. Ah oui, j'en souffre. J'ai vécu une année 2020 pourrie, je suis en dépression depuis juillet l'année dernière. Non mais Stéphane, il faut qu'elle entende qu'elle vous prive de quelque chose qui est essentiel pour vous. Dans un couple, on a des besoins qui sont essentiels et puis on a des besoins qu'on a plus ou moins et qu'on peut parfois vivre autrement qu'avec son partenaire. Mais quand c'est un besoin essentiel qu'on ne veut pas vivre ailleurs et que notre couple ne nous permet pas de le vivre, il y a une réelle souffrance et ça, il faut qu'elle l'entende. Et si elle vous aime, il faut qu'elle entende votre souffrance. Je crois qu'il y a aussi un élément que vous avez évoqué. Vous venez de dire à l'instant, maintenant qu'elle sait ce qu'elle est, c'est bon, elle a trouvé la réponse. Alors attention à ça. Elle a trouvé sa réponse sur Internet, elle a été sur des forums, elle a discuté avec des gens, etc. On ne sait pas qui y a derrière. Avant de dire oui, moi je suis asexuel, ça peut effectivement être présent. On va voir déjà à titre personnel un professionnel, un thérapeute, on va discuter avec lui, on va poser des choses, parce que comme vous venez de l'évoquer, Brigitte, vous êtes en souffrance. Dire à quelqu'un je t'aime, mais en même temps je te fais souffrir, c'est quelque chose de paradoxal. Vous comprenez, si vraiment elle vous aime, elle doit entendre votre souffrance. Et si elle l'entend pas, c'est qu'elle ne vous aime pas. Moi, c'est un peu ce que j'aurais envie de lui dire si elle était face à moi, vous voyez, Stéphane. Oui, j'entends très bien. Mais vous me conseillez d'aller voir qui alors, sexologue, sexothérapeute alors, moi, déjà, dans la première chose, parce qu'elle a posé elle-même un terme sur ce qu'elle vit, après il faut qu'elle le souhaite, mais qu'elle aille, elle, voir quelqu'un, un professionnel, un thérapeute, donc un psychologue, qui va discuter avec elle de ce qu'elle a identifié. Est-ce que c'est bien ça ou est-ce que c'est autre chose ? Parce qu'elle l'a identifié sur Internet, elle dit « je suis ça ». Vous savez, c'est comme si vous alliez voir un médecin, parce que vous n'allez pas bien, vous dites au médecin « voilà, j'ai tel problème, donnez-moi tel médicament ». Le médecin va vous dire « attendez, je vais vous ausculter, puis on va déjà vérifier si c'est bien ça ». On décide pas de son symptôme en regardant sur Internet, vous comprenez Stéphane ? Parce que c'est un symptôme qu'elle définit et elle a trouvé une belle étiquette qui permet de clore tout débat.
En disant quelque part, elle vous impose quelque chose, Stéphane. Et on n'a pas à imposer quelque chose à l'autre. C'est la communication, c'est justement écouter les arguments de chacun. Et dans un premier temps, une fois qu'elle aura pu faire cette démarche et identifier, sachant que cette démarche, je me positionnais aussi. C'est pas 2 entretiens, c'est bon, il a dit que c'est ok, c'est ça. Ça peut passer par plusieurs entretiens pendant plusieurs mois pour identifier. Et ensuite, dans un deuxième temps, en fonction de ce qui émergera, il y a un autre travail qui peut se faire entre tous les deux, et aller voir à ce moment-là un thérapeute de couple, à partir de ce qu'elle aura identifié vis-à-vis d'elle-même, qui vient peut-être modifier le fonctionnement de votre couple. Elle vous dit, écoute, si tu veux vivre une sexualité, c'est bon, vas-y, mais vis-la ailleurs. Moi, ce que j'entends, c'est que ça n'est pas dans vos repères moraux. Vous n'avez pas envie, d'ailleurs, ça vous fait peur, en disant, mais non, moi, je l'aime, quand j'aime quelqu'un, je reste avec cette personne, c'est à elle de m'apporter cela. Et puis c'est elle dont j'ai envie, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est ça en fait, c'est de elle que j'ai envie. J'ai beau, voilà, quand si je regarde un film X, mais je pense à elle. Et puis elle me plaît. Maintenant, Stéphane, si jamais elle ne veut pas aller voir quelqu'un, vous allez voir quelqu'un, parce que faut aussi comprendre pourquoi vous acceptez de souffrir autant. Et que vous acceptez de vous faire imposer quelque chose sans pouvoir vous défendre, hein. Parce que là, vous êtes dans une situation masochiste. Vous êtes en train de souffrir. Oui, je me fais du mal tout seul, en fait. Mais oui, et donc ça, vous avez bien fait de nous appeler déjà, parce que nous, on entend votre souffrance et elle n'est pas acceptable. Donc il faut, peut-être que vous déjà, vous pouvez aller évoquer avec elle. Parce que bon, continuer à aimer quelqu'un qui nous fait souffrir, c'est pas normal non plus. Vous comprenez ? Ok. Hein, donc il faut pas subir. Il faut que vous vous révoltiez. Il faut qu'elle entende que vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes un couple. Vous avez construit des choses ensemble. Vous avez fait 2 enfants. Vous êtes partis avec des bases qui étaient avec de la sexualité. Et là, tout d'un coup, elle dit niet, sans que vous soyez d'accord. Donc ça, c'est quand même, il y a quand même un problème dans votre couple que vous ne devez pas laisser passer comme ça. Et puis c'est très important. Le truc, c'est que c'est sans que je sois d'accord, ok, mais en fait, je l'accepte, quoi. C'est ça que je vais l'accepter. Mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter. C'est ça que je suis en train de vous dire. On n'est pas obligé de tout accepter dans un couple. Non. Vous voyez ? Non, parce que le problème, c'est que si vous acceptez ce que vous faites actuellement, déjà vous souffrez, et ça n'est qu'une question de temps. À un moment donné, vous allez prendre conscience de quelque chose, c'est qu'elle est responsable de votre souffrance, et vous allez lui en vouloir. Et cet amour que vous éprouvez toujours aujourd'hui pour elle, ce désir que vous avez pour elle, risque de se transformer en quelque chose qui est encore plus fort, qui est la haine. Attention. Voilà. Merci en tout cas de votre confiance, Stéphane, et réagissez. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil, comment garder son homme et le jouer avec Zoé. On dit que pour garder un homme, il faut le tenir par le ventre et par le sexe. Donc ça voudrait dire qu'il faut être bonne cuisinière et bonne maîtresse. Hein. Alors c'est quand même très schématique tout ça, on est bien d'accord. Hein. Non, moi je pense que pour garder un homme, il faut continuer à le séduire, son homme. Et il n'y a pas grand chose à faire en fait. Il y a 4 efforts. Hein. Quand je dis effort, c'est une façon de parler. Alors premièrement, il faut quand même se maintenir physiquement. C'est-à-dire, on peut avoir quelques kilos en trop, c'est sûr, parce que c'est pas très grave avec l'âge. Maintenant, il faut pas non plus se laisser totalement aller, hein, évidemment. Deuxièmement, alors ça c'est très difficile pour une femme, mais il faut éviter les critiques systématiques. Parce que les hommes n'aiment pas les critiques, hein, et c'est vrai que nous, en tant que femmes, on a tendance à être un peu critique, je le reconnais. Troisièmement, et là, ça demande une véritable acceptation de la jante masculine. Il faut accepter de pas toujours être comprise et écoutée. Donc, il faut pas les faire chier avec nos petites histoires, nos états d'âme trop longtemps et trop souvent et tous les soirs. Et quatrièmement, il faut être patiente, parce que si on respecte les 3 premiers conseils, eh bien, l'homme va s'ouvrir, se détendre, et en même temps il va rester un homme, donc on va continuer à le désirer. Ah oui, tout à fait. Vous êtes d'accord, complètement, sur les 4. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas si simple, parce que naturellement, dans un couple, une fois qu'on est casé, on a tendance à se laisser un petit peu aller, les hommes aussi d'ailleurs. Hein. Ah oui, complètement. Et puis on a tendance à avoir un esprit critique, et puis on a besoin beaucoup la femme a besoin beaucoup de parler, d'être écoutée, ce qui n'est pas forcément la première qualité d'un homme. C'est vrai.
C'est vrai. Mais vous évoquez effectivement cet élément en termes de séduction, on le voit fréquemment, c'est-à-dire cette nécessité de, à un moment donné, et combien de fois on conseille à des patients de se créer des moments de rencontre, des moments intimes, de les planifier. Alors c'est vrai que ça surprend parce qu'on a cette perception, cette conception du moment intime, c'est pulsionnel quand on a envie. Au fil de quelques années, non, pas forcément. Et le fait de se planifier une rencontre, un moment intime, c'est un moment qu'on va investir mentalement, que l'on va préparer et pour lequel on va se préparer. Mais c'est difficile parce que quand on se retrouve, par exemple, tout le week-end en couple avec des enfants, on va s'habiller pour faire du jardinage ou faire je ne sais quoi. C'est compliqué de se dire là, on va aller dîner, on va changer. Ça demande un peu d'effort. Mais malgré tout, c'est comme ça qu'on maintient un couple complètement uni. Exactement. Alors, Zoé est avec nous. Vous avez reçu ce vibromasseur chauffant en Angel de la marque Svacom, qu'on retrouve bien sûr sur rudesplaisirs.com. Alors, il est rose vif, il est assez puissant, semble-t-il, n'est-ce pas, Zoé? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Bonjour. Donc oui, j'ai bien reçu ce jouet. Et je confirme que la première impression, c'est bien celle de puissance. Ah oui, d'ailleurs, ça m'a surprise et j'en ai même ri avant toute chose. C'est incroyable. Alors, parce qu'en fait, c'est toujours dans la famille des rabbits, c'est-à-dire qu'il y a une partie phallique et puis une petite partie qui se pose sur... Alors, on rentre la partie phallique dans le vagin et une petite partie qui se pose sur le clitoris, mais alors, ça... C'est ça. C'est ça. Alors oui, il y a cette petite protubérance. En fait, et en plus, il est chauffant. Alors ça, je sais pas, j'ai pas encore eu le temps de vérifier. Oui. Oui. Alors ça, c'est vrai que déjà la texture, elle est extrêmement agréable. Il est un peu nervuré. Et je pense que c'est un petit peu symbolique plutôt que perceptif. Mais à l'utilisation, en fait, c'est presque too much, j'ai envie de dire. Bah oui, c'est un peu l'impression comme ça que j'ai. Enfin, moi, je ne l'utilise pour l'instant que dans la main. Dans le studio, je ne vais pas faire plus. Mais dans la main, Fabrice, ça secoue. Ah, mais oui, c'est ça secoue. oui. Ça secoue. Alors, en fait, c'est vrai que le mode d'emploi, finalement, est un peu compliqué. Donc moi, ça a été très aléatoire et effectivement, il y a un mode intelligent qui là vraiment est très satisfaisant. C'est-à-dire parce qu'il est varié en fait. Ça fait des impulsions qui vont. C'est un peu aléatoire, on va dire, comme dans une. Oui, d'accord. Vous voulez dire il y a une cadence qui est variée en fait. D'accord, parce qu'il y a plusieurs modes de vibration, c'est ça, et à un moment donné, on tombe sur une cadence variée, c'est ça? C'est ça. Alors celle-là, je la trouve vraiment très très intéressante. Et aussi, mais ça a été vraiment, c'est le petit bémol en fait que je mettrais sur ce jouet, c'est un peu par hasard que en appuyant, j'ai regardé le mode d'emploi pourtant, mais il n'est pas très parlant. Et on tombe aussi à un moment, on peut dissocier en fait. Il peut y avoir juste un des deux moteurs qui fonctionne. D'accord. Il faut appuyer sur tous les boutons jusqu'à ce que. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais c'est vrai que le mode d'emploi avec les jouets, c'est souvent ça n'existe pas. Ça fait des défauts. Il y a des petites. Il y a des petites indications, mais c'est vrai que je pense qu'en fait, il faut l'utiliser beaucoup pour ensuite le maîtriser. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est beau, et puis visiblement, il est top, mais c'est vrai que c'est un peu fort au départ. C'est ça. J'ai tout de suite zappé sur la première, la première option est la plus puissante. Donc, ça démarre puissant et ça va décrescendo en fait. C'est ça. En fait, c'est bizarre. D'habitude c'est le contraire. Celui-là, il commence vraiment ultra vibration très serrée et très forte. D'accord. Et ensuite, il faut vraiment naviguer sur le programme pour trouver ce qui nous convient. Je pense que ça peut convenir à beaucoup. C'est quand même un joli objet. D'ailleurs, merci de l'envoi. Mais je vous en prie. Merci à rudesplaisirs.com. Voilà. C'est notre partenaire. D'accord. Bon. Donc si je devais lui mettre une note, puisqu'il faut. Vous devez. Je dirais à cause de cette prise en main qui est quand même pas évidente au départ, et puis le mode d'emploi qui fait défaut, je lui mettrais un 8,5.
D'accord, c'est plutôt une bonne note, oui. Oui, c'est quand même une bonne note, c'est un bel objet. D'accord. Bon, écoutez, voilà. Merci Zoé, et puis on vous le laisse, continuez à vous amuser avec, et peut-être que vous allez encore découvrir d'autres fonctions. Ah oui, sûrement. Merci à vous deux, merci pour votre émission. Merci Zoé. Ce vibromasseur chauffant Angel Swemcom, vous pouvez le retrouver sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. On continue avec Sophie. Sophie, vous êtes en couple depuis 13 ans et vous avez un fils qui a 12 ans, c'est bien ça, donc... Vous avez eu un enfant pratiquement tout de suite. Oui. Allô ? Oui, on vous m'entendez ? écoute. Très bien, voilà, Sophie. donc en couple depuis 13 ans, on était divorcés tous les deux, tous les deux un divorce très très douloureux, avec des enfants on avait 2 filles chacun d'un premier mariage, et ce petit garçon est arrivé au bout d'un mois, donc pas le temps de se connaître, et moi qui suis assez qui aime la sexualité, mon mari l'aimait pas du tout. Et là, donc pendant 12 ans, j'ai tenu comme j'ai pu. Et puis il y a 2 ans, j'ai voulu prendre un amant. Et là, cet amant m'a révélé parce qu'en fait, j'ai découvert ma sexualité avec lui. Et c'est la première fois que vous aviez une sexualité aussi épanouie. Avant, vous parliez, je vous écoute depuis 2 ans d'ailleurs. Mais avant, je ne savais pas ce que c'était que la jouissance, en fait. Et ça a cassé, donc, parce qu'il fallait qu'un jour que ça s'arrête. Lui, il a trouvé quelqu'un, et voilà. Et puis moi, je ne voulais pas me séparer. Et donc, je me suis dit, j'aimerais tellement vivre ça avec mon mari. Et du coup, j'ai proposé à monsieur qu'on voit une psychologue. On l'a vu 2 fois. Et j'ai essayé de mettre en pratique ce que ma connaissance de mon corps dans mon corps. Bien sûr, très bonne. Et aujourd'hui, un truc incroyable qui nous arrive, c'est que j'ai une sexualité très épanouie avec l'homme qui partage ma vie depuis 13 ans et qui, lui, n'était jamais affectueux. Et aujourd'hui, on vit comme amant et maîtresse. C'est génial. Et c'est dingue. Ah oui, non, mais c'est fou. On a l'habitude de partir souvent en stage de vélo parce qu'on fait beaucoup de vélo. Et là, on va partir une semaine, mais j'ai qu'une envie, c'est vite partir avec lui, quoi. Et on va aussi partir encore en juin à Tenerife, tous les deux. Alors, d'abord, et c'est la première fois que ça m'arrive. Je vous remercie parce que votre témoignage est assez rare, mais c'est chouette parce que ça prouve que ça peut arriver. Et puis, il y a quand même une question que je vous pose, mais en même temps, j'ai pas trop envie de vous la poser, mais parce que vous donnez des éléments déjà. Il a été au courant de... Eh bien, je me suis posé la question. Je pense qu'il s'en est peut-être douté, et alors que ça aurait dû détruire notre couple, ça l'a renforcé, parce qu'aujourd'hui, on communique, alors qu'on n'a jamais communiqué pendant 13 ans. Aujourd'hui, maintenant, ce qui resterait à faire, c'est de parler de sexualité tous les deux. Comment tu aimes, qu'est-ce que tu aimes, comment, voilà. Et lui qui est par exemple n'aimait pas du tout les préliminaires, aujourd'hui c'est lui qui me propose. Aujourd'hui, lui qui me proposait jamais, il me dit, si Magali, ça te dirait qu'on aille faire un petit tour? Des fois je me dis, mais c'est lui? Non. Je me dis, c'est pas possible ce qui m'arrive. Mais c'est dingue. Ouais, mais ça montre bien, Sophie, que de toute façon, on peut, et je le disais en préparant l'émission avec vous, Fabrice, je disais que les hommes sont beaucoup plus modifiables que les femmes. Et c'est aux femmes de prendre un peu de temps en temps l'initiative de faire changer leur homme. Et puis c'est bravo, Sophie. Alors, on est parents, on est amants et maîtresses. On a les mêmes passions puisqu'on fait tous les deux du vélo depuis 10 ans. Qu'est-ce qui manque? Je sais pas. On a un bien en commun et physiquement on se plaisait beaucoup, tous les deux. Voilà, il est un peu plus jeune que moi. Mais c'est à 50 ans que je me suis réveillée. Vous voyez, c'est intéressant parce que vous montrez 2 choses importantes. Déjà, rien n'est jamais perdu. Voilà. Déjà, c'est vraiment, c'est très important à entendre parce que je trouve que souvent on voit des personnes qui disent ça y est, c'est terminé, on n'arrivera plus à rien. Et deuxième élément, on a aussi cette conceptualisation des choses où une relation extra-conjugale va détruire le couple. La relation extra-conjugale est juste l'indicateur qu'il y a un problème dans le couple. Vous, ça vous a permis
de réidentifier ce qu'était votre sexualité, donc d'être une femme différente. Il a peut-être ressenti quelque chose, il a été suffisamment intelligent, il vous aimait suffisamment pour se dire « Oups, il y a quelque chose qui doit se passer, à moi aussi d'essayer de changer ». Et tout doucement, finalement, le changement que vous avez vécu a induit un changement chez lui. Et du coup, aujourd'hui, vous en tirez un bénéfice réciproque, tous les deux. Ils viennent chez la psychologue et qui se dévoilent comme ça. Oui. Oui, non, mais c'est sûr, je ne connaissais pas la jouissance au lit. Et là, aujourd'hui, je l'ai avec mon mari, et ça, c'est magique. Et j'espère que ça va durer. Oui, alors là, je ne vois pas pourquoi ça ne durerait pas. Non, Sophie. mais en fait, à chaque fois, à Brigitte, je me dis, est-ce que ça va marcher? Et maintenant, c'est systématique, donc je ne me pose plus la question. Mais au début, je me disais, est-ce que ça va être comme avec mon amant? Et en fait, c'est comme avec mon amant chaque fois. Mais c'est même peut-être mieux, parce que du coup, vous construisez quelque chose que vous n'avez pas pu construire avec votre amant. Et oui. Et oui. Eh ben, merci beaucoup de ce très beau témoignage. Mais merci à vous, Brigitte, parce que je crois que c'est grâce à vous que je suis mis aussi comme ça. Je prends, allez, je prends. Je fais comme Fontaine tous les 2 jours. Merci Brigitte, merci. Merci Sophie. Allez, on fait une petite pause et on va conclure dans un instant avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. Comme Live, réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Fabrice Bach est avec nous, la sexualité dans le couple. On va conclure avec vous, Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, donc vous avez une bonne communication, vous, a priori? Oui. Enfin, oui. Il peut y avoir aussi pour avoir de bonne communication, mais elle est plutôt bonne. Et en fait, presque depuis le début, je dirais. Et est-ce que ce début ou cette rencontre initiale conditionne le reste? J'y crois. Je crois que c'est Milan Kundera qui disait ça. Toute la relation d'amour est présente le jour de la rencontre finalement. Et quand on regarde tous les détails de ce qui se passe ce jour-là, on ne le retrouve pas la suite. Et en fait, avec ma femme, on s'est rencontrés. La rencontre était assez belle, mais entre cette rencontre et la mise en couple, il y a eu longtemps, et voire une longue période on peut dire je lui ai fait la cour. Et ça a duré pratiquement 1 an et demi. Donc on a appris à se connaître et à être ensemble. Et je dirais le point commun entre le fait de cette période et notre sexualité aujourd'hui, c'est la communication. Et surtout la communication par le fait qu'elle arrive à me dire non, ou même dire qu'elle n'aime pas quelque chose sans que ça m'affecte, que je le prenne directement comme un rejet. Comme une critique, oui. Exactement. Et ça, c'est une qualité qu'elle a, que nous avons. Mais sa façon de s'exprimer ou d'exprimer le non, depuis toujours, depuis le début, a toujours été d'une certaine façon, pour moi, on ne m'a pas rejeté. Donc, c'est pas... Et donc ça, c'est énorme, puisque aussi dans l'intimité, c'est important qu'on puisse bien sûr dire ce qu'on a envie. Oui, mais enfin, il y a sa façon de le dire, mais il y a vous aussi la façon de l'entendre. C'est-à-dire vous devez quand même être assez confiant et avoir une bonne confiance en vous pour pas vous sentir critiqué, agressé quand elle dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, je dirais que quand on me dit non ou quand on me dit quelque chose qui peut me toucher, je peux être assez normalement, je suis plutôt assez sensible à ça. Et donc avec elle, non, ou moins, ou pas sur le côté négatif. Oui. En fait, je pense que vous ressentez qu'elle est extrêmement bienveillante dans ce qui se passe, dans ce que vous décrivez. Il y a beaucoup de bienveillance entre vous. Et donc, quand elle dit non, oui, ça va générer une frustration ponctuelle, mais vous savez que ce non à cet endroit-là ne veut pas dire non à tout. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres oui qui vont apparaître ailleurs. Et surtout, ce n'est pas un rejet de ma personne, tout à fait, ou une remise en cause de qui je suis, ou de ce que j'ai fait. Et justement, quelque part, c'est la porte ouverte à une autre façon de faire qui sera positive la prochaine fois. Je pense que ce que vous décrivez, c'est que vous avez une très bonne estime de vous, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on dit non sur quelque chose que c'est votre personnalité entière qui est rejetée. C'est juste cet élément-là. Comme quand on a une mauvaise note, on n'est pas un mauvais élève, on a raté ce devoir-là. On punit pas un voleur, on punit un vol. Et là, quand on dit non, c'est pas votre personnalité dans sa globalité qui est rejetée, c'est cette demande-là spécifique. Et vous évoquiez à l'instant, effectivement, quelque chose de très important, le fait de parler de sexualité, de parler de sexe et d'amour.
c'est hyper important parce qu'on va parler de ce qu'on aime moins. Il y a aussi un élément très terre à terre, on va partager ses fantasmes. On oublie, mais par exemple, quand on regarde les fantasmes masculins et les fantasmes féminins, c'est très intéressant de regarder les 6 fantasmes de chaque côté. Quels sont-ils? Si on va chez les hommes, le premier fantasme, c'est le voyeurisme. Le deuxième, c'est voir 2 femmes faire l'amour, pour 82% des hommes. Le troisième, c'est la domination. Le quatrième, le sexe anal. Le cinquième, le sexe impromptu, comme ça, subi d'un seul coup. Et le dernier, c'est être avec une femme perverse, un peu hyper sexualisée, une salope, etc. Quoi. Voilà, on peut dire ça comme ça. On va dire ça. Si on va du côté des femmes, le premier fantasme féminin, c'est une relation sexuelle sentimentalisée. Être dans une atmosphère. On est mal barré. Hein. Voilà. Donc, le deuxième, c'est faire l'amour dans un lieu inconnu avec un inconnu. Le troisième, c'est l'exhibitionnisme. Ah là, ça va, on retrouve voyeurisme, exhibitionnisme. Voilà, là, ça peut se recroiser. Ah, quand même, ouf. Le quatrième, la soumission. Ah, bah ça va, voilà, domination. pour 40 à 60% des femmes. Le cinquième, c'est avec une femme. Chez l'homme, c'est le deuxième. Vous voyez déjà le décalé. Et le dernier, pour les femmes, c'est la domination. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que la perception fantasmatique et la construction est différente. D'où la nécessité vitale de communiquer pour harmoniser ces fantasmes avec l'autre. Et pour voir ce qu'on va pouvoir partager. Ce que visiblement, vous faites avec votre conjointe. Exact, mais je reviens sur la partie qui m'intéressait quand vous avez une bonne estime de vous. Moi, personnellement, justement, à la base, c'est pas si stable que ça. Et donc, la rencontre avec ma femme a été très bénéfique à ce niveau-là, parce que ça m'a renforcé terriblement. Peut-être que vous avez eu dès le début le sentiment que vous pouviez lui faire confiance, que c'était quelqu'un qui c'était un peu votre pilier, donc du coup si c'est votre pilier, il n'y a pas de raison qu'elle vous déstabilise, donc vous pouvez accepter qu'elle vous dise quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Hein, donc oui. Et alors vous, est-ce que ça vous arrive de lui dire non? Non, moi je dis jamais non. Eh ben voilà. Si, non, objectivement, si. Oui, ça m'arrive de dire non. Et justement, je n'ai pas son talent. Et parfois, justement, je n'exprime pas assez mon désir positif ou négatif. Et donc, plutôt dans la vie de tous les jours, hein, j'entends le non. Hein, parfois, je vais justement ne pas dire non assez tôt. Et le non va sortir plutôt dans un énervement ou dans un agacement, alors qu'en fait, si j'avais dit bien plus tôt, très concrètement non, c'est beaucoup plus simple à entendre certainement que lorsque le non sort avec un peu d'agacement. Un peu de colère, oui. Voilà. Bah oui, c'est l'importance de savoir. Mais c'est aussi, c'est pas un non contre elle, c'est un non de la chose qu'elle vous propose. C'est peut-être comme ça qu'il faut aussi pouvoir lui dire non. Et si vous pouvez lui dire comme ça, vous verrez que vous pourrez le dire plus tôt. Parce qu'en fait, quand on finit par dire non avec un peu d'agacement, c'est que en général on rejette un petit peu tout en bloc et donc l'autre. Exact. Et bon, un des impacts aussi, c'est que j'adore faire plaisir ou j'adore le rôle que nous avons. Donc je suis très gratifié. Donc, sauf qu'après, j'ai parfois aussi mes propres limites. Oui, mais je pense que vous êtes... Parce que dans un couple, il y en a souvent un qui fait plus plaisir à l'autre, qui est plus finalement le suiveur, si je puis dire, dans la relation. Et peut-être que vous êtes un peu suiveur, justement. Et de temps en temps, vous vous révoltez. Et c'est peut-être ça qu'il faut arriver à communiquer tous les deux. Complètement. Oui, c'est une base de travail que je vais méditer. Oui, mais parce que derrière, souvent quand on est suiveur, derrière c'est la peur de perdre l'autre. Hein, et donc en ce sens-là, oui, vous avez raison. Vous manquez peut-être un petit peu de confiance en vous, dans le sens où vous n'êtes pas suffisamment aimable. Donc si vous n'êtes pas suffisamment aimable, vous pouvez être abandonné, etc., etc. Oui, ça aussi c'est intéressant parce qu'on peut avoir une très bonne estime de soi, ce qui veut dire qu'on peut se confronter au non parce qu'on n'est pas remis en cause. Maintenant, la confiance en soi, c'est autre chose qui peut se travailler. C'est exactement ce que vous étiez en train d'évoquer. Parce que quand on regarde la sexualité, finalement, comment est-ce qu'elle fonctionne? En fait, c'est assez basique. Il y a 3 conseils de base. Le premier qu'on vient d'évoquer, grâce à vous, c'est effectivement le fait on le disait tout au cours de cette émission, le fait de parler librement de sexe, d'amour, sexualité. Le deuxième, c'est apprendre à jouer. C'est très important. La sexualité, c'est un terrain de jeu, pas d'enjeu. Ça, c'est hyper important. On n'est pas dans la performance. On va s'amuser ensemble, on lâche prise, on est juste soi-même. Puis la troisième chose très basique, c'est allier la sensualité à la sexualité.
Ça aussi, c'est important à prendre. Bah oui, parce que c'est du corps et des sensations, et c'est pas du vouloir. Hein. On en parlait hier d'ailleurs avec Bruno Martin, et on a trop tendance à vouloir quelque chose sexuellement. Non, il faut laisser le corps ressentir et se laisser emporter. Puis on peut faire plaisir à l'autre sans passer forcément par l'acte sexuel. Tous les préliminaires, toutes les attentions qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre, qui construisent aussi la relation sexuelle. Qui peut avoir cette potentialité d'aller vers un rapport sexuel, mais ça n'est pas forcément une obligation. Mais de toute façon, ça c'est le point fort de notre relation, c'est quelque part, tout ça est très lié et très présent finalement en permanence. C'est-à-dire, je suis très tactile, on est très en communication, et donc, je dirais, le moment où on est ensemble dans l'intimité, ce n'est pas un moment où on dit tiens, d'un seul coup, je vais rencontrer l'autre. Vous ouvrez pas une porte que vous refermez. Exactement. Donc tout ça est assez lié dans la durée. Et ce qui m'a fait, j'ai eu un flash là dans ce que vous évoquiez sur la confiance. C'est vrai que j'avais une image avec un ami avec qui j'évoquais au tout début de cette relation. Quand on était assez prémices, il me voyait très amoureux et voire même un peu trop amoureux, dans le sens j'idéalisais totalement. Et même moi, me disant, mais en gros, je la mérite pas, elle est trop belle pour moi, trop formidable. Et cet ami a eu une excellente image à ce moment-là. Il m'avait dit, mais tu te souviens, la belle et le clochard, la scène où il mange des spaghettis, bien sûr que la belle est très belle, mais qu'est-ce qu'on retient? C'est l'amour qu'il y a, c'est la situation. Donc on regarde même plus si le clochard, le petit chien à côté, il est très beau ou très moche, etc. C'est la situation qui est merveilleuse. Et donc moi, c'est étonnant, mais cette image m'avait beaucoup rassuré à l'époque. Et depuis, donc on a un très beau décor. Et vous mangez des spaghettis. Et on mange des spaghettis. Merci Patrick, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à tous. Je crois qu'on a bien avancé, Fabrice Bach, sur la sexualité du couple. On va continuer demain avec vous, puisqu'on va essayer de parler de la sexualité sacrée. Qu'est-ce que ça signifie? Vous en saurez plus dès demain à 14h. Et tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir.